Bonjour à tous et bienvenue au Libre Journal du numérique sur Radio Courtoisie, votre rendez-vous pour décrypter les bouleversements du monde numérique. Dans un instant, nous recevrons Jean-Yves Le Gallou, haut fonctionnaire, essayiste, ancien homme politique, président de Polémia et cofondateur de l'Institut Eliade. Nous allons plonger au cœur d'un sujet brûlant. Comment les technologies, les innovations et les régulations redessinent-elles notre quotidien en 2025 ? De l'intelligence artificielle qui s'invite dans nos foyers aux régulations européennes qui tentent de dompter les géants du numérique en passant par des innovations futuristes comme les robots humanoïdes courants des semi-marathons. Le paysage numérique évolue à une vitesse fulgurante, mais quelles sont les promesses et les défis de ces transformations ? Comment équilibrer progrès technologique, souveraineté numérique et liberté individuelle ? C'est ce que nous allons explorer ensemble, chers auditeurs de Radio Courtoisie. Commençons par les innovations qui, en 2025, redéfinissent nos habitudes. Le numérique n'est plus un gadget, il est au cœur de nos vies. Prenons quelques exemples marquants. L'IA est partout, dans nos smartphones, nos voitures, nos maisons. En 2025, des assistants vocaux toujours plus sophistiqués comme ceux développés par OpenAI ou Meta ne se contentent plus de répondre à nos questions, ils anticipent nos besoins, gèrent nos agendas et même éditent des vidéos grâce à des outils comme l'Audiomagic Eraser de Google. Mais cette omniprésence soulève des questions. Jusqu'où déléguer nos tâches à des machines? Et que devient notre libre arbitre quand une IA nous connaît mieux que nous-mêmes? Un événement récent d'ailleurs illustre l'essor spectaculaire de la robotique. À Pékin en avril 2025, des robots humanoïdes participeront au semi-marathon Beijing-Yizhang aux côtés de 12 000 coureurs humains. Certains de ces robots autonomes, d'autres pilotés à distance, symbolisent les avancées chinoises en matière de robotique. Cet événement n'est pas qu'une prouesse technique, il montre que les machines s'intègrent de plus en plus dans des activités humaines, des loisirs, au travail. Mais sommes-nous prêts à cohabiter avec des machines aussi proches de nous, hein ? La généralisation de la 5G en France, couplée à l'essor des objets connectés, transforme nos foyers et nos villes, des aspirateurs robots aux montres connectées qui surveillent notre santé, en passant par les smart cities, équipés de capteurs pour optimiser la circulation ou l'énergie. Le quotidien devient fluide, mais aussi hyper connecté. Cette interconnexion pose des défis: cybersécurité, protection des données et dépendance aux infrastructures numériques. La French Tech n'est pas en reste. En 2025, des startups comme celle récompensée par le prix Tech for Future euh, innovent dans des domaines variés: logiciels d'éco-conception pour architectes, solutions de surveillance des bâtiments, ou encore fusées éco-responsables qui réduisent les débris spatiaux. Ces initiatives montrent que l'innovation peut rimer avec durabilité, mais elles doivent composer avec un marché dominé par les géants américains et chinois. Si les innovations repoussent les limites du possible, les régulations tentent de canaliser ces bouleversements. En 2025, l'Europe et particulièrement la France est à la croisée des chemins. Alors le Digital Services Act, DSA, un bouclier pour les internautes, qui d'ailleurs depuis février 2024 encadre les plateformes numériques pour lutter contre la haine en ligne, les fake news et les contrefaçons. Comme le soulignent d'ailleurs certains, l'objectif est de protéger
et d'ailleurs vie publique entre autres, les internautes et de responsabiliser les géants du web. Mais ce cadre, bien que nécessaire, peut-il freiner l'innovation? Certains acteurs, notamment les startups, craignent une bureaucratie trop lourde. À l'inverse, les citoyens y voient une protection face aux dérives des réseaux sociaux. En France, la question de la souveraineté numérique est cruciale alors que les géants américains, Google, Meta, Amazon, dominent le marché. Le gouvernement pousse pour des solutions européennes, notamment dans le cloud et l'IA. Des initiatives comme l'alliance entre DocaPost, Dassault Systèmes et Bouygues Télécom visent à créer des infrastructures indépendantes, mais face aux restrictions américaines comme celles imposées à Nvidia pour l'exportation de puces vers la Chine, l'Europe doit accélérer pour ne pas rester à la traîne. Un exemple concret de régulation technologique est la fin progressive du réseau cuivre en France. En janvier 2025, 162 communes ont vu leur connexion ADSL coupée, prélude à un démantèlement total d'ici 2030. La fibre optique plus rapide et fiable devient la norme, mais cette transition, bien que positive, laisse certains territoires ruraux en difficulté, révélant les fractures numériques persistantes. Enfin, les régulations ne sont pas qu'européennes. Les tensions commerciales entre les États-Unis et l'Europe, exacerbées par les droits de douane envisagés par l'administration Trump, pourraient impacter le secteur tech. Taxer les big tech pour riposter aux tarifs américains, comme certains le proposent, pourrait redessiner les équilibres mondiaux. Mais à quel prix pour les consommateurs européens? Au-delà des prouesses techniques et des cadres légaux, le numérique soulève des questions profondes. Le numérique doit être envisagé sous un angle pratique, sociétal et philosophique. La collecte massive de données par les plateformes numériques alimente des algorithmes toujours plus puissants, mais elle menace aussi notre vie privée. Les assistants vocaux, par exemple, sont-ils des espions dans nos salons? Les régulations comme le DSA ou le RGPD sont des garde-fous, mais suffisent-elles face à la sophistication des technologies? L'essor de l'IA et des data centers pose un défi environnemental majeur. En 2025, les data centers consomment près de 3% de l'électricité mondiale, soit l'équivalent de la consommation du Japon. Des initiatives comme celle d'EDF pour une énergie décarbonée tentent de concilier IA et sobriété carbone, mais la course à la performance technologique semble insatiable. Les chatbots comme ChatGPT, conçus pour imiter le comportement humain, modifient notre perception des interactions sociales. D'ailleurs, comme le note Le Monde, leur familiarité peut banaliser des comportements artificiels au risque de brouiller les frontières entre humains et machines. Sommes-nous en train de créer une société où l'authenticité s'efface? Enfin, le numérique creuse des inégalités. Si les urbains profitent de la 5G et des objets connectés, les zones rurales peinent à suivre la transition vers la fibre. Par exemple, laissent certains territoires à la traîne. Comment garantir un accès équitable au progrès technologique? Donc en 2025, le numérique redessine notre quotidien à une vitesse vertigineuse. Les innovations de l'IA aux robots humanoïdes ouvrent des perspectives fascinantes, mais elles exigent des régulations robustes pour protéger les citoyens et préserver notre souveraineté. Surtout, elles nous invitent à réfléchir. Quelle société voulons-nous construire? Une société hyper connectée, mais humaine, ou une société où la machine dicte nos choix? Bon, comme toujours, Radio Courtoisie vous invite à garder un esprit critique face à ces bouleversements.
Le numérique est un outil, pas un maître. Radio Courtoisie, toutes les droites, tous les talents. Tout de suite, nous recevons Jean-Yves Le Gallou, haut fonctionnaire, essayiste, ancien homme politique, président de Polémia, cofondateur de l'Institut Iliade et auteur de nombreux ouvrages dont Mémoire identitaire 1968-2025, Les dessous du grand basculement, qui vient de sortir aux éditions Via Romana. Bonjour Jean-Yves Le Gallou. Bonjour, merci beaucoup de m'inviter, de me recevoir. Je vous en prie. Un grand plaisir. Je vais commencer directement avec ma première question. Vous êtes connu pour vos analyses critiques des médias et du numérique. Comment percevez-vous l'évolution du paysage numérique en 2025, notamment avec l'influence croissante des réseaux sociaux et des IA, comme celle développée par X AI par exemple? Oui. J'ai plutôt pris depuis le départ le point de vue positif. Mhm. Je sais qu'il y a beaucoup de critiques qu'on peut faire et qui sont tout à fait justifiées de l'IA, des réseaux sociaux, d'Internet, etc. Mais pour ma part, depuis, je dirais, près de 30 ans, voire davantage, Mhm. j'ai toujours considéré que ces innovations devaient nous servir et servir le combat politique identitaire et le combat pour la liberté d'expression et la liberté d'information. D'accord. Par conséquent, je vois le point de vue positif et je mets en avant le point de vue positif. Ce que j'ai fait d'ailleurs sur les ondes de cette radio il y a Exactement. maintenant plus de 20 ans, en faisant découvrir ce qui était une novation à l'époque, Internet à pas mal de gens, et en utilisant Internet pour créer le bulletin de réinformation en 2007, Mhm. puisque cela permettait d'accéder à une information facile, alors que 10 années auparavant, le projet d'un bulletin d'information avait existé il y a assez longtemps à Radio Courtoisie. Il avait même existé, fonctionné pendant quelques mois, et il avait cessé parce que pour fonctionner, il fallait à l'époque un abonnement à l'AFP, Oui. abonnement qui avait deux inconvénients, être coûteux et être orienté. Mhm. Et à partir des années 2000, un certain nombre de sites Internet se sont créés qui D'accord. ont permis l'accès à une information plus libre, Oui. plus diversifiée, et c'est ce qui a permis, il y a maintenant une vingtaine d'années, la création du bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie, dont l'héritier aujourd'hui, ou le descendant, est Ligne Droite. Voilà. Et je dois dire que dans ma vie politique, puisque vous y avez fait allusion, Tout à fait. je considère que il y a un avant et un après Internet. Voilà. Pourquoi ? Parce qu'avant, on était tributaire, ne serait-ce que là, je parle de l'information qu'on me fait circuler. On était tributaire des médias. Les médias parlaient d'une action, les médias parlaient de vous, tant mieux. Les médias n'en parlaient pas, ça Mm. n'existait pas. Oui. C'est valable pour une manifestation, c'est valable pour une prestation à l'Assemblée. Regardez, un certain nombre de députés qui travaillent. Ils filment leur intervention, ils font connaître le point de vue qu'ils ont défendu. Il y a 20 ans, tout simplement il y a 20 ans ou 25 ans, leur point de vue ne pouvait être connu que si des médias les répercutaient. Et les médias qui étaient à l'époque essentiellement les médias de grand chemin, il n'y avait pas de médias alternatifs, il n'y avait pas de médias de transition, sélectionnaient en fonction de leurs critères politiques ou idéologiques ce dont ils voulaient parler ou ne pas parler, et par conséquent, il y avait un handicap à l'expression de toutes les opinions qui sortaient, au fond, du consensus mou. Mm. Aujourd'hui, les nouveaux moyens permettent d'aller beaucoup plus loin. Je prends juste un exemple. Je vous en prie. Il y a eu à l'Assemblée nationale
une question qui a été posée par Madame Sicard, qui est députée proche de Marion Maréchal, une question sur Anne le Sicard. pass Anne Sicard, voilà, le pass culture. Mhm. Il est apparu que le pass culture, qui coûte d'ailleurs beaucoup d'argent, et qui permettait d'aller à la fête de l'humanité, ne finançait pas, par exemple, ou ne permettait pas d'accéder au Puy du Fou. Eh bien, il y a 20 ans, 25 ans, une intervention comme cela, elle passait inaperçue. Parce Tout à que fait. les médias n'en auraient pas parlé. Il y aurait peut-être eu un ou deux médias écrits proches de la mouvance nationale qui en auraient parlé, mais ça aurait touché un public forcément restreint. Là, l'affaire est partie sur les réseaux sociaux. Elle a été vue des centaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux. Et à partir de là, les médias alternatifs ont été obligés, en ont parlé, parce qu'ils ont eu l'information. Puis les médias de transition, puis les grands médias, par contagion successive. Mais Ouais. au départ, ce qui permet cela, c'est l'existence du mode de communication de type Internet, Internet. numérique. Très bien. Et le numérique est souvent présenté comme un outil de liberté, mais aussi de contrôle. Selon vous, où en sommes-nous dans cette tension entre réinformation et censure en ligne aujourd'hui? Alors, le, Internet a été très longtemps un domaine de grande liberté. Mhm. C'est-à-dire le principe dominant était ce qu'on appelait la neutralité du net. Ouais. Et j'ai même entendu dans les années 2000-2010 la thèse « les robots n'ont pas de conscience politique ». C'était vrai dans les années 2000-2010, c'était vrai qu'il y avait la logique de la neutralité du net. Ça a basculé à partir de 2015. 2015 pour vous? Oui, 2015. Il y a eu deux événements politiques qui ont joué dans ce sens-là. C'est le vote du Brexit en Angleterre Mhm. et l'élection de Trump Trump. aux États-Unis, qui ont conduit les puissances dominantes, les oligarchies dominantes, à dire ah là là, ça va plus du tout Internet, on perd le contrôle. Et donc il y a eu immédiatement après une réunion du groupe de Davos, une réunion du Bilderberg, où le sujet était la régulation. On ne parle pas de censure chez ces gens-là, Oui, on parle bien, la régulation sur Internet. Et il y a eu des campagnes pour dire il faut réguler Internet, et la censure est arrivée. Et avec la censure, on a donné de la conscience politique aux robots en leur disant voilà le type de mots qu'il faut éviter, voilà le type de mots qu'il faut surveiller, voilà le type de comportement qu'il faut avoir. Et donc, à partir de 2015, on a assisté à la mise en place d'une censure pour Internet, sur Internet, une censure qui a été assez forte sur Meta, assez forte sur ouais, c'est vrai. YouTube, et cette censure a subi une défaite en race campagne Mhm. lors de l'élection présidentielle américaine dernière, puisque à partir du moment où Trump a été élu, il a protégé la liberté d'expression de Twitter, qui aurait été sinon fortement mise en cause par Kamala Harris s'il avait été élu, et la liberté d'expression sur Twitter ouvre la liberté d'expression des autres. Parce que donner la liberté d'expression, c'est un avantage compétitif. Et donc, s'il y en a un qui pratique la liberté d'expression, cela pousse les autres à la pratiquer aussi. Et Meta, je ne dirais pas que Meta s'est aligné sur la liberté d'expression de Twitter, mais Meta a fait un pas en direction de la liberté d'expression. Mais c'est une tension, c'est évidemment une tension permanente. Et on peut considérer que les régulations sont utiles face à certains abus, par exemple, mais je me méfie quand même des régulations. Je vais vous dire pourquoi. Vous avez l'ARCOM, l'autorité de régulation de la communication, qui se préoccupe en ce moment de contrôler l'accès des enfants Tout à fait. à la pornographie. Bon, ça part plutôt de quelque chose d'utile et de bien. En pratique, ça permet d'ouvrir la porte à des techniques de censure Ouais. et sans efficacité jusque-là, parce que ça fait 30 ans qu'on Mhm. parle de contrôler l'accès des enfants
aux sites pornographiques. Ce n'est toujours pas le cas, mais ça facilite un discours de censure et l'Arcom se part des plumes du paon en disant je vais réguler pour protéger les enfants, etc., sans aucune efficacité, tout en redorant un peu son blason de censeur, puisque cette autorité de régulation a purement et simplement fermé une chaîne, la chaîne C8, C'est qui ça. était la première chaîne sur la TNT et la 5e ou 6e chaîne française en Française. termes d'audience. Donc, les censeurs aiment se parer du terme de la protection et de la régulation Mmh. à des fins qui ne sont pas toujours les bonnes. Et le véritable objectif des gens qui prétendent défendre les citoyens contre les abus du traçage sur Internet, etc., ont en fait très souvent comme but de pouvoir censurer l'opinion. Voilà. D'accord. Hein. Et donc, je crois qu'il y a, il y a bien cela à voir. Mais il y a une tension. Bon, moi, objectivement, je suis plutôt du côté de la liberté d'expression, parce que je pense que quand on est dans une attitude politique dissidente par rapport aux oligarchies dominantes, on a intérêt à la liberté. Ah, bien. Voilà. Même D'accord. si la liberté peut avoir certains inconvénients. Effectivement. Et vous avez longtemps, animé d'ailleurs vous en parliez, le bulletin de réinformation sur Radio Courtoisie. Comment le numérique a-t-il, transformé, la mission de réinformation que vous défendez depuis des années? Bah, si vous voulez, c'est très simple. C'était impossible avant. C'est Mmh. possible maintenant. Voilà. C'était impossible avant puisque vous n'aviez pas d'accès à l'information, sauf à une information coûteuse, compliquée. Voilà. Or, allez, imaginons, on veut faire ça. Ça a été tenté d'ailleurs. Dans les années 90, il faut acheter tous les journaux, il faut dépouiller tous les journaux, il faut s'abonner à l'AFP, ça coûte cher, c'est une information biaisée. Ouais. À partir des années 2000, il y a eu un certain nombre de sites de réinformation qui sont nés. Je pense à François de Souche, côté identité et immigration. Je Français de pense souche. aux Français de Souche, oui. Je pense au Salon Belge, Mmh. côté réinformation catholique et conservatrice. Il y a aussi des sites plus libéraux. Il y a un site de réflexion à l'époque qui était Polémia. Il y a eu une agence de presse qui était Novo Presse, Mmh. qui donnait de l'information, qui retraitait de l'information. Et à partir de cela, on pouvait faire une information à la radio, une réinformation à la radio, parce qu'il y avait les instruments faciles d'accès. D'accord. Et alors là, je vais parler directement, enfin maintenant, plutôt de votre nouvel ouvrage. Vous venez de publier Mémoire identitaire, donc je précise chez Via Romana. Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a poussé à écrire ce livre maintenant en 2025 et ce qu'il représente pour vous dans votre parcours intellectuel et politique? Alors, ce qui m'a poussé à écrire ce livre, j'y ai été encouragé par Bousquet de la François Nouvelle Bousquet. Librairie, François Bousquet d'éléments de la Nouvelle Librairie, par mon éditeur évidemment, Benoît Mancheron de Via Romana, et par Mathieu Bock-Côté, Bock-Côté. l'essayiste québécois. Pourquoi l'avoir fait? Parce que je pense qu'il est important que l'histoire finalement des 60 dernières années ne soit pas seulement écrite par le camp d'en face, par nos adversaires, mais que nous puissions aussi, nous les nationaux, nous les identitaires, donner notre point de vue, notre éclairage sur cette histoire récente et contribuer à expliquer ce qui s'est passé, pourquoi cela s'est passé, quelles forces ont été mises en œuvre pour opérer ce que j'ai appelé en sous-titre de l'ouvrage le grand basculement, Voilà. quelles forces se sont opposées à ceux qui résistaient. Je pense que le passé, malgré tout, éclaire l'avenir et qu'il était utile de faire, en quelque sorte, ce retour d'expérience. Voilà. Vous savez qu'en matière de... quand il y a un événement, une élection ou une Mmh. catastrophe, on fait ce qu'on appelle des La retex. retraite. On Ouais, refait un retour tout à d'expérience. fait. Bah, c'est un petit peu un
un Ouais. retour d'expérience. En tout cas, c'est une vision identitaire, c'est un angle. Vous avez quelqu'un comme François-Olivier Gisbert qui a publié 3 ouvrages, d'ailleurs fort bien écrits, d'histoire de la Ve République. Mmh. Il couvre la même période que moi. Il le couvre sous un angle différent d'un homme du système qui a couvert les hommes du système. Il a fréquenté Mitterrand, il a fréquenté Chirac, il a fréquenté Hollande et j'en passe. Donc de Bon, soix donc à partir de il 68. à partir de 68. Donc il raconte ça de son angle à lui. C'est Mmh. intéressant. D'ailleurs, il est d'ailleurs finalement très critique. Eh bien, moi, je le raconte d'un autre angle en ayant Mmh. fréquenté d'autres hommes, hein. Plutôt Le Pen que Mitterrand, même si je cite Mitterrand. Voilà, plutôt Maigret que Bayrou, Ouais, voilà, et ouais, j'en ouais. passe, voilà. Et donc c'est un autre angle. Bon, c'est aussi, je pense, une analyse politique des travers à étudier, des travers à éviter, pardon, Mmh. car je pense que toute cette évolution politique des 60 dernières années s'explique assez largement par des interdits, des tabous, des règles. Alors, des interdits, il y a un interdit intellectuel sur l'hérédité. C'est interdit de parler d'hérédité. On nie l'hérédité. L'hérédité, que ce soit la différence entre les hommes et les Les femmes, femmes, ou ouais. que ce soit la différence selon les origines ethniques, on nie l'hérédité. Premier élément. Deuxième élément, on culpabilise la mémoire. C'est une mémoire repentante. Tout ce qui a été fait est épouvantable. Donc on Et donc, évidemment, ça ne donne pas tellement l'envie de continuer. Et tout cela est relayé par une puissante propagande qui s'adosse sur des moyens médiatiques puissants et la censure. Mmh. Et la censure, on retrouve ce dont on vient de parler, Voilà. les moyens médiatiques puissants n'ont pas accepté ou ont mal accepté d'être contournés par les moyens Internet et les réseaux sociaux, d'où la censure, Mmh. qui est un phénomène relativement nouveau. On ne subit la censure telle qu'on l'a subie aujourd'hui que depuis, et légitimée. Légitimée, les gens expliquent, la censure c'est bien, Depuis quand d'après vous? depuis une dizaine d'années. D'accord. Depuis une dizaine d'années, vous avez Barbier, qui est une grande gloire médiatique, qui a dit c'est quand même pas normal. Il y a une dizaine d'années qu'il a dit ça, un peu plus. C'est quand même pas normal qu'on n'arrive pas à censurer Internet. Les Chinois y arrivent bien. Voilà, c'est ça le Mmh. modèle. Et puis le dernier point de blocage du système, tel qu'il ressort de ces 60 dernières années, c'est le cordon sanitaire. Le cordon Mmh. sanitaire, ça consiste à dire il y a les formations politiques et idéologiques avec qui on peut discuter, qui sont, Mmh. entre guillemets, dans l'arc républicain. Je dis entre guillemets l'arc républicain J'ai compris. parce que le même phénomène existe dans les autres pays. Et puis, il y a ceux qui sont en dehors de l'arc républicain et qu'on ne compte pas. Et c'est ce qui explique la dérive à gauche, puisque, si vous voulez, vous avez dans tous les pays d'Europe, maintenant, entre 20 à 30% d'électorat qui est sensible aux thématiques identitaires, aux thématiques nationales, aux thématiques sécuritaires. Sauf que ces 20 ou 30% d'électorat, on ne les compte pas. Et donc, l'équilibre se fait évidemment, l'équilibre est déporté à gauche, puisque on a coupé un des bouts de l'omelette, et donc il reste dans les 2 tiers, et donc il reste le tiers extrême gauche, le tiers gauche extrême gauche, C'est ça? et le tiers centre-gauche, extrême-centre, On va dire ça? et puis le reste est viré. Alors c'est valable en France. Oui, oui, On oui. l'a vu de manière incroyable lors des dernières élections législatives, où les belles âmes de LR, de Renaissance et autres ont dit il faut mieux voter pour LFI que pour le Rassemblement national. Oui. Mais on a le même phénomène en Allemagne. Aujourd'hui, en Allemagne, dans les sondages, et puisque dans les sondages, le parti qui arrive en tête, c'est l'AfD, le parti Oui. identitaire allemande. Dans la logique constitutionnelle allemande, ce serait à eux de former la coalition avec des alliés. Et il y a en Allemagne une coalition électorale naturelle en fonction des souhaits, des sentiments des électeurs, qui sera une alliance entre l'AfD d'un côté, la CSU de l'autre. C'est pas du tout ce qui se passe.
L'AfD est mise de côté, certains envisagent même de l'interdire, et pendant ce temps-là, eh bien, la CDU-CSU va gouverner, les centristes, les conservateurs, on va dire, Mhm. vont gouverner avec les socialistes ou les Verts Et quand ou vous les dites écolos. certains, quant à l'AfD, vous pensez à quoi, par exemple? Quand vous dites certains, vous parliez de l'AfD, là Oui, et vous disiez, certains, c'est-à-dire qui, par exemple, quant à ce dont vous venez de parler? Oui, bah, si vous voulez, moi, la logique politique de l'Allemagne, c'est une oui, voilà. coalition AfD, CDU-CSU. Voilà. Et le système idéologique dominant, les médias, Mmh. les juges, et certains, oui, effectivement, certains dans l'opinion, dans les partis politiques adversaires de C'est ça. l'AfD, Voilà. disent qu'il faudrait interdire l'AfD, ce qui évidemment ça simplifierait les choses. Notamment, c'est quand même assez caricatural, les Freier Wähler, qui sont des électeurs soi-disant libres de Bavière, qui ont dit qu'il faudrait interdire l'AfD. Bah, c'est sûr, L'AfD. ça leur permettrait de récupérer une partie de l'électorat. Mais ça ne s'appelle pas la démocratie, ça s'appelle autre chose. Oui, Mais si vous voulez, en tout cas, vous avez le même phénomène. c'est ça. Vous avez eu le phénomène dans la grande ville d'Anvers, euh, J'allais vous en parler. où il Oui. y a une vingtaine, 25 ans, le parti identitaire flamand, le Flamsblok, Flamsbelang, a obtenu 40% des suffrages. C'était lui qui devait détenir la mairie. Ben, pas du tout. Tous les autres se sont coalisés, depuis les conservateurs catholiques jusqu'aux maoïstes, parce qu'il y avait des maoïstes, pour éliminer, empêcher le Flamsblok de prendre la ville d'Anvers, qui aujourd'hui est une ville de plus en plus musulmane. C'est ça le Mmh résultat. mh, mmh. Donc vous voyez, il y a l'interdit sur l'hérédité, la repentance sur l'héritage, la propagande et la censure, et le cordon sanitaire qui fausse la vie politique. Donc la vie intellectuelle est faussée, la vie médiatique est faussée, et la vie politique est faussée par un système de plus en plus contraignant et de moins en moins supportable. Et vous en parlez clairement dans votre livre. Alors, j'en parle, là j'ai fait une analyse un peu théorique. Le livre raconte quand même les choses, donc il y a beaucoup d'anecdotes qui illustrent en quelque sorte le propos. Le livre, c'est les mémoires identitaires, donc on comprend que dans les mémoires, il y a des anecdotes, il y a des faits, il y a entre guillemets du vécu. Ouais, Et rappelons-le à nos auditeurs de Radio Courtoisie, d'ailleurs. voilà, et le sous-titre, c'est Histoire du grand basculement. Tout à fait. Et ben, l'histoire du grand basculement, c'est les raisons profondes qui se répètent depuis maintenant 60 ans. Si vous me permettez, monsieur Le Gallou, nous allons, faire une petite pause, un message, pour nos auditeurs de Radio Courtoisie. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance. Et comme vous venez de l'entendre, chers auditeurs de Radio Courtoisie, surtout rendez-vous bien sur soutenir.rc.fr ou envoyez-nous un chèque au 61 boulevard Murat 75 016 Paris, car Radio Courtoisie a toujours besoin de vous et chacun de vos dons est déductible aux 2/3 si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu. Monsieur Le Gallou, alors donc nous allons revenir sur votre, enfin, nous allons reparler de votre livre. Donc dans ce livre, vous revenez, sur votre, engagement identitaire. Quels souvenirs ou expériences marquantes souhaitez-vous transmettre aux nouvelles générations à travers cet ouvrage? D'abord, je pense que le problème des nouvelles générations, c'est qu'elles se font voler Mmh. leur héritage. Voler. Elles se font voler leur héritage puisque l'éducation nationale, y compris d'ailleurs à travers ces pseudopodes privés, qui subissent malheureusement les mêmes contraintes, puisque l'éducation nationale a assez largement vidé les programmes de leur contenu culturel et de leur contenu historique.
Tout à Bon, fait. on n'enseigne plus l'histoire, en tout cas, on enseigne de moins en moins l'histoire de manière chronologique, c'est-à-dire factuelle, et en inscrivant les événements dans une perspective, qui peut être une perspective nationale ou une perspective européenne, mais l'inscription des événements dans une perspective, ça a été abandonné. De même que l'enseignement des humanités classiques, latin, grec, littérature française, a été aussi largement saccagé. Tout à fait. Donc, ce qui était ce qu'un homme de ma génération pouvait apprendre au collège et au lycée, et même à l'école primaire, est aujourd'hui assez largement abandonné. Je crois d'ailleurs qu'une partie les éléments les plus éclairés, on va dire, des nouvelles générations, sont conscients de cela. On le voit à travers le succès d'un certain nombre d'institutions de formation. J'en citerai 3, parce qu'on ne peut pas tous citer. Non. L'Institut de formation politique, Mhm. Academia Christiana et l'Institut Iliade, qui se consacre à la formation fondamentale, un peu sur 5 week-ends. Ce qui est à la fois fort et faible. 5 week-ends, c'est très coûteux finalement en temps, c'est exigeant pour ceux qui suivent cette formation, et c'est peu par rapport à ce qui pouvait être enseigné dans les temps un peu anciens en cette année de lycée. Donc le premier problème je dirais pour les jeunes générations, Mhm. c'est de retrouver leurs racines, de retrouver leur identité. Il ne faut pas seulement s'affirmer négativement face aux forces émergentes. Je pense aux banlieues de l'immigration, je pense à l'islamisation du pays. Il ne faut pas seulement s'affirmer, il le faut, mais il ne faut pas seulement s'affirmer de manière négative, il faut aussi s'affirmer de manière positive en se réappropriant son héritage. Et son héritage, qu'est-ce que c'est ? C'est les humanités gréco-latines, les humanités helléno-chrétiennes. Voilà. Mhm. Il faut se réapproprier son héritage. C'est la première étape. C'est la première étape. Et ça, c'est un vrai travail de fond, parce qu'il y a eu une destruction méthodique. Alors maintenant, on met beaucoup en cause, toujours un petit peu la même chose, on met beaucoup en cause Internet ou les réseaux sociaux, qui peuvent avoir une action un peu diverse par rapport à cette question. Mais la destruction de la transmission de l'héritage, elle est bien antérieure, puisqu'elle s'impose à travers toute une série de réformes de l'éducation nationale qui trouvent leur source dans le plan Langevin-Wallon, communiste Langevin-Wallon de 1947, et qui trouvent aussi leur développement postérieur dans les réformes de M. Haby en 1975, puis des réformes postérieures. Donc, cette politique de la table rase a été une politique délibérée des instances de l'éducation nationale, qui continuent d'ailleurs. Ils n'ont toujours pas compris, ou au contraire, ils ont trop bien compris. Oui. Et objectivement, c'est tout à fait faux d'incriminer Internet ou les réseaux sociaux. D'ailleurs, Internet et les réseaux sociaux, c'est un peu selon la langue d'Ésope. Il y a le bien, le mal. On en fait ce qu'on en veut. Et il y a aussi, d'ailleurs, sur Internet, beaucoup de comptes. Là, j'ai cité des institutions de formation, mais il y a beaucoup de travail, de travaux, par contre, tout à fait utiles qui peuvent être conduits. Je prends l'exemple d'Egonon, qui est un internaute franco-belge, belge d'origine, qui a un site où il analyse pendant 1 heure une grande œuvre de philosophie politique, par exemple. Et donc, c'est de la formation en continu. Voilà, qui n'est pas donnée, qui n'est plus donnée dans les éducations nationales, et que le système Internet
permet parce que il effondre quand même assez largement les coûts. Bah ouais. Alors l'écrit reste important. Je pense que l'écrit reste important. L'Institut Iliade a une petite maison d'édition en liaison avec la Nouvelle Librairie Je, parce que je crois c'est important. De l'écrit, ça reste une valeur très sûre. C'est pour ça que même si j'investis beaucoup sur Internet, personnellement, je trouve utile de publier régulièrement des ouvrages écrits. bon, je rappelle simplement que nos auditeurs le savent très certainement que vous êtes cofondateur hein, de l'Institut Oui, Iliade. oui. Euh, comment d'ailleurs Mémoire identitaire s'inscrit-il dans le débat actuel sur l'identité en France, alors que les questions de remigration et de grand remplacement restent brûlantes dans le discours public? Bah, si vous voulez, je crois que la question de l'immigration est une question aujourd'hui qui est une question centrale. Mhm. D'ailleurs, si je renvoie à l'actualité, je suis frappé de voir que dans le commentaire à propos de la mort du pape François, la quasi-totalité des médias de gauche en fait l'éloge, indépendamment de certaines de ses positions, par exemple sur l'avortement, ils en Mhm. font l'éloge. Pourquoi? Ils expliquent que c'était un pape de gauche, il était pour l'immigration. Et c'est un sujet, l'immigration est devenue un sujet central parce qu'elle impacte toute la vie en société, elle l'impacte par son coût, elle l'impacte par ses préemptions sur le logement, elle l'impacte évidemment sur la sécurité et elle l'impacte sur l'identité parce que c'est le développement d'une identité étrangère ou d'identités étrangères, parce qu'il n'y a pas qu'une seule identité, c'est le développement d'identités étrangères sur le territoire français, sur les territoires européens. L'immigration n'est plus possible de la terre. Alors, évidemment, il y a une certaine hypocrisie des oligarchies dominantes qui en prennent parfaitement conscience quand il s'agit de choisir leur logement et l'école de leurs enfants, Mhm. mais qui ensuite développent un discours gnangnan ou bisounours qu'ils ne pratiquent pas dans leur vie quotidienne pour les choix essentiels de leur vie familiale, par exemple. Oui. Voilà. Et donc, c'est un sujet absolument central. Mhm. Ceci étant, je crois que la question de l'immigration, ça n'est pas seulement une question technique, c'est vraiment une question qui renvoie à l'identité. Bayrou a reposé la question, mais qu'est-ce qu'être français? Ben, mon coco, qu'est-ce qu'être français? C'est être né de parents français, Ça. ou à défaut d'être né de parents français, d'avoir acquis toutes les valeurs de la culture et de la civilisation française. C'est pas, ça renvoie donc d'abord à la filiation par l'hérédité et la filiation par l'héritage. C'est précisément, je vous l'ai dit un peu plus Tout à tôt, fait, oui, précédemment. les deux négations. Mhm. Vous n'avez pas le droit de parler d'identité. N'importe qui, venu de n'importe où, peut devenir français sans problème. Ce Mhm. n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. L'assimilation ne fonctionne pas. L'assimilation ne fonctionne pas, sauf pour de petites minorités. Pourquoi? Parce que quand vous venez de mondes extrêmement différents que le monde européen, que vous venez du monde musulman ou que vous venez du monde africain, l'assimilation, c'est extrêmement difficile. Mhm. Et en plus, vous arrivez non seulement avec vos gènes, mais avec votre héritage, alors au moment même où on nie l'héritage des Européens, où on les encourage à nier leur propre héritage. Donc, derrière le problème central, le problème politique central, c'est le problème de l'immigration. Et derrière le problème de l'immigration, il y a le problème de l'identité et la question de pouvoir dire la réalité telle qu'elle est. Et donc, ça renvoie à la question de l'hérédité et de l'héritage. Très bien. Euh,
Alors, pour parler d'un autre sujet, parlons un peu de la polémique, autour du jeu, d'Ubisoft, Oui. Assassin's, Creed Shadows, sorti récemment et critiqué pour sa représentation, historique et culturelle. Vous avez, souvent dénoncé le politiquement correct dans les médias. Que pensez-vous de cette controverse et de l'influence des géants du jeu vidéo sur la narration identitaire? Alors, d'abord, j'ai des enfants ou des petits-enfants qui ont pu pratiquer ou qui pratiquent encore les jeux vidéo. Personnellement, c'est un monde que je connais, assez mal, hein, voilà. Mmh. Alors, je pense qu'il y a eu dans les entreprises de jeux vidéo comme Ubisoft ou autres, il y a eu une emprise un peu, wokiste comme partout, avec la volonté, bah, de créer des biais woke dans les jeux. Alors c'est un peu compliqué quand même parce que, le principe du jeu vidéo, comme du jeu de plateau d'ailleurs, Mmh. c'est en quelque sorte, de se mettre dans la peau d'un D'un personnage. personnage. Si vous faites un jeu de plateau, sur Le Seigneur des Anneaux, bah, vous serez peut-être, nain ou elfe, en tout cas le temps Du jeu. du jeu vidéo du jeu pas du jeu vidéo, du jeu de plateau, Oui, mais c'est le oui, même tout à fait. principe sur le jeu vidéo. Donc évidemment, la tentation est grande de proposer des personnages un peu, hétérodoxes, auxquels s'assimiler. Alors ça peut être le samouraï noir, ou le trans, enfin bon. Alors ce jeu, le dernier jeu d'Ubisoft Mmh. semble-t-il assez bien, sauf au Japon, Oui, parce qu'il heurte, frontalement, un certain nombre de croyances exactement. japonaises. D'abord le coup du samouraï noir est légèrement, Oui, controversé, oui, mais oui. indépendamment de ça, le fait qu'on puisse détruire des objets dans des temples, heurte la mentalité japonaise. Japonais. Donc je crois que ce jeu, heu il passe à peu près bien, partout. Heu, bon, il permet peut-être d'ailleurs, d'étendre la clientèle à la bourgeoisie noire américaine, enfin, voilà, il y a aussi ces aspects-là. Par contre, il y a une résistance identitaire au Japon, ça c'est clair. Ah oui, Voilà, oui, et je oui. pense que globalement, il y a quand même une résistance identitaire qui se fait jour face au wokisme, et donc la grande période d'avancée du wokisme, est quand même en train d'être passée. D'accord. Ubisoft a répondu d'ailleurs aux critiques en invoquant, la créativité artistique. Cette justification vous semble-t-elle tenir face aux accusations, on en parlait de révisionnisme ou de wokisme, portées par certains joueurs, et observateurs? Alors, si vous voulez, la créativité artistique, moi, je veux bien qu'elle existe et qu'elle soit elle est tout à fait respectable. Elle n'est pas toujours respectée. Bien au contraire, puisque vous avez là, je sors du domaine directement du jeu vidéo, Non, non, mais mais je vous vous en avez prie. les fictions. Les fictions qui sont, faites pour la télévision française. Et bien, vous avez l'Arcom, on y revient, qui, vous donne Mmh. des canevas, sur la diversité. Donc la diversité, il faut des hommes, il faut des femmes, il faut des gens de différentes couleurs, il faut des gens, de différentes orientations sexuelles, et cetera. C'est la création artistique. Si vous voulez écrire un feuilleton, pour, la télévision, un feuilleton ou une série ou un polar pour la télévision française, je vais vous dire, votre création artistique, elle va être sacrément bridée. Hein, parce qu'il faudra les quotas de couleur, les quotas de sexe, les quotas d'orientation sexuelle, et attention que, le méchant, c'est-à-dire le raciste, lui, c'est un homme blanc, hein. Là, il y a pas de donc la création artistique, bon, voilà, il y a à en prendre, en laisser. Alors, c'est vrai en théorie ce que dit Ubisoft. heu, je pense que Est autre. la réalité est autre. D'accord. Et en tant que président de Polémia, vous organisez, sans transition, hein, les Bobards d'or.
pour dénoncer les fake news mainstream. Quels sont, selon vous, les grands narratifs mensongers qui dominent le numérique en ce début 2025? Alors, alors, qui domine le numérique, qui domine les médias et qui, c'est vrai, domine indirectement le numérique. Il y a encore le narratif mensonger sur l'immigration. Mhm. Hein. Certains continuent à dire que c'est une chance, qu'on en a besoin économiquement, qu'il n'y a pas, alors ça c'est absolument, qu'il n'y a pas de lien entre l'immigration et la délinquance, alors que tous les chiffres partout en Europe montrent que l'immigration amène une population dont le taux de délinquance est très largement supérieur à celle de la population d'origine, enfin l'immigration non européenne. Bon, donc il y a un narratif mensonger sur l'immigration. Il y a un narratif mensonger sur le racisme, puisque pendant très longtemps, le racisme anti-blanc a été considéré comme n'existant pas, alors que c'est de loin le plus développé. Bon. Il y a le narratif mensonger sur les guerres, en tout cas la guerre russo-ukrainienne. Il y a un narratif tout à fait mensonger. Je signale juste une chose. On a beaucoup parlé à un moment des crimes de guerre russes à Boutcha. Mhm. Dans toute guerre, il y a des crimes de guerre et les Russes ne font sans doute pas une guerre en dentelle. Hein. Mais ce qui est tout à fait étrange, c'est que les crimes de guerre de Boutcha ont été mis en avant à un moment où il y avait des possibilités de négociation de paix entre l'Ukraine et la Russie. Les crimes de guerre de Boutcha, les supposés crimes de guerre de Boutcha, ont conduit la France à envoyer une cellule spéciale de la gendarmerie nationale enquêter sur place, donc des spécialistes de cette question. On n'en a plus jamais entendu parler. Ce qui amène quand même à penser que le narratif qui a été fait, maintenant ça remonte à 2 ans, hein, ou 3 ans, c'est 2022, le narratif qui a été fait à l'époque, 3 ans, ne devait pas tout à fait correspondre à la réalité, car si la réalité avait été conforme à l'horreur qu'on en a décrite, je pense que la gendarmerie nationale française serait revenue avec un certain nombre de faits solidement établis. On n'en a plus jamais entendu parler. Alors, il y a mais la guerre, si vous voulez, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Donc, c'est pas très nouveau non plus. Il y a eu le narratif mensonger sur le Covid, hein, avec des censures. Il ne faut quand même pas oublier la censure massive qu'il y a eu sur les réseaux sociaux, et sur YouTube en particulier, mais pas uniquement à propos du Covid. C'est-à-dire qu'ont été censurés en 2020, 2021, 22, ont été censurés des choses qu'on considère comme établies aujourd'hui. Comme par exemple l'origine sortie de laboratoire du virus, qui est considérée aujourd'hui comme l'hypothèse de loin la plus probable, a été massivement censurée. De même, on a entendu encore il y a peu de temps, il y a 1 an, le ministre de la Santé qui expliquait à propos du vaccin contre le Covid, 1, qu'il empêchait les contaminations, 2, qu'il n'avait aucun effet secondaire, ce qui est évidemment une contre-vérité, puisque ne serait-ce que par le fait qu'il n'y a pas un seul produit pharmaceutique qui n'a pas d'effet secondaire, y compris d'ailleurs potentiellement sous l'effet nocebo, hein, indépendamment même des effets physiologiques. Et ben ça, c'était la vérité officielle. Et quand il a dit ça, ce ministre de la Santé, eh bien, il a dit ça sur un média de service public, France Info, Madame Salia Braquilla, Monsieur Daly, tout ça, personne n'a contredit ce qui était une contre-vérité manifeste. Et donc, tout ça nous fait des clients pour la cérémonie des Bobards d'Or, qui existe depuis maintenant plus de 15 ans. C'est ce que j'allais vous demander. Nous ne manquons jamais de clients. Très bien. Voilà. Et pour l'anecdote, le président Trump, dans son premier mandat, avait fait, par inspiration des Bobards d'Or, avait fait les Fake News Awards.
Et je dis par inspiration des bombardeurs parce que l'idée a traversé l'Atlantique à travers le site de Steve Bannon. Il y a un représentant de Steve Bannon qui avait suivi la cérémonie des bombardeurs, qui a ramené l'affaire en Angleterre et elle est partie aux États-Unis. Et c'est Trump qui l'a repris avec son punch habituel sous le nom de Fake News Awards. Voilà. C'était un élément de sa guerre contre les médias qu'il a gagné en 2024. Donc ça a dû vous faire sourire. Ça nous a fait plaisir. Voilà. Alors le numérique amplifie les débats politiques comme ceux, vous venez d'en parler, autour de Trump, Musk ou Zemmour, hein. Comment voyez-vous l'impact des réseaux sociaux sur les prochaines échéances électorales en France et en Europe? Alors, les réseaux sociaux ont assez largement modifié les conditions de campagne et de communication, puisqu'ils permettent de toucher directement les gens. Ils sélectionnent évidemment souvent les propos les plus en arrête, et donc ils contribuent à polariser le débat. Ils contribuent à polariser le débat de deux manières. D'abord parce que la censure de ce qui est politiquement incorrect échappe assez largement aux réseaux sociaux, et donc il y a des controverses parce que avant, il y avait moins de controverses, puisqu'il n'y avait qu'un seul point de vue qui pouvait s'exprimer. Donc, d'un certain point de vue, ça durcit le débat, ça redonne une partie du pouvoir à l'émetteur par rapport à l'intermédiaire. Le média, c'est l'intermédiaire. Et ce que les réseaux sociaux font perdre aux médias, c'est précisément leur rôle d'intermédiaire. On peut s'en passer. Alors, on est au début de l'évolution. En France, ils ont joué un rôle important déjà en 2022. C'est les réseaux sociaux qui ont permis la campagne de Zemmour. Alors vous allez me dire, Zemmour, il a fait que 7%. Bon. Mais 7%, c'est quand même important. Et il a été impacté assez largement par l'affaire de la guerre en Ukraine. Mais sans les réseaux sociaux, il n'aurait pas pu faire campagne. Hein, puisque c'est à partir des réseaux sociaux qu'il a pu exploiter ce qu'il faisait par ses livres, ce qu'il faisait par sa présence sur CNews, et qu'il a fait assez largement une campagne à partir des réseaux sociaux. Ce n'est pas forcément ce qui suffit à assurer la victoire, bien sûr, mais c'est un élément important. Et si on regarde l'élection américaine, on a une étape supérieure, puisque Trump a assez largement délaissé les médias officiels au profit de médias différents et même de podcasts. Il s'est fait inviter par des podcasteurs importants. Il s'est adressé à leur public et il a assez largement contourné les médias de l'oligarchie. Et je pense que la campagne de Trump était assez en avance sur les campagnes précédentes, y compris les siennes, était assez en avance sur ce qu'on a connu jusqu'ici encore en France. Mais on va en France ou en Europe, mais on va être rattrapé par le phénomène, évidemment. Alors justement, comment voyez-vous vous parlez d'avance, comment voyez-vous cela en France, justement? Je pense que la prochaine campagne se fera un peu moins sur les médias officiels, un peu plus sur les médias alternatifs. On voit d'ailleurs une prolifération de médias alternatifs, un peu plus sur les médias de transition, qui sont en pleine expansion. Le fait que CNews dépasse tous les autres, et notamment BFM, c'est pas neutre. Et sans doute aussi beaucoup sur les réseaux sociaux et par des podcasts. D'accord. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment une évolution. Moi, je serais engagé dans une campagne électorale aujourd'hui, présidentielle. J'essaierais de regarder, d'étudier de près la campagne de Trump, les méthodes de la campagne de Trump, et j'essaierais de voir quelles sont les possibilités
d'utilisation en France de cela. Voilà. Alors, il faut dire qu'il y a des biais, puisque aujourd'hui, le système français est quand même très biaisé par l'argent public. Et donc, l'argent public a tendance à encourager, je veux dire, le youtubeur politiquement correct, il va être subventionné par l'argent public, qui va l'inviter, qui va le mettre en avant, etc. Il y a une bataille. Mhm. Il y a une bataille aujourd'hui qui n'est pas une bataille égale, puisque le politiquement correct croule sous l'argent public. Croule sous l'argent public. Voilà. Et un des enjeux d'un vrai changement, là je vais un peu au-delà, un des enjeux d'un vrai Vas-y, changement, je vous en prie. en 2027 ou 2032, enfin le plus tôt serait le mieux, ce sera de couper les robinets financiers de la gauche, de l'extrême gauche et des Vox. Les robinets financiers de la gauche, de l'extrême gauche et des Vox, c'est les subventions aux médias, c'est les subventions aux associations, c'est les subventions aux syndicats. Il y a des dizaines de milliards à récupérer. Et ben non seulement c'est des dépenses qui contribuent à faire plonger le déficit, à faire monter la dette de manière abyssale, mais en plus, ce sont des dépenses nuisibles. Voilà. Ah. Ce sont des dépenses toxiques. Pour vous, c'est toxique. Toxiques, nuisibles, voilà. Et je pense que c'est un concept qu'on a développé, d'ailleurs, c'est le dernier concept qu'on a développé à Polémia lors de notre forum de la dissidence de novembre dernier, c'est le concept de dépenses nuisibles. Donc vous Pas êtes le seulement la président. dépense inutile, que le directeur d'une chaîne publique dépense des milliers d'euros en frais de restaurant, ça fait peut-être râler l'opinion, c'est peut-être des dépenses superfétatoires, mais en soi, c'est pas nuisible. Par contre, la production de ces médias elle-même est nuisible. Et donc, il faut aller à la racine et moins se préoccuper de dépenses, on va dire, ostentatoires, Mhm. que c'est le pire, c'est pas tellement l'argent qu'ils gaspillent, c'est l'argent qu'ils utilisent vraiment. Très bien. Comment, avec la montée des technologies comme la 5G, les métaverses ou les monnaies numériques, craignez-vous une perte de souveraineté culturelle et identitaire pour les nations européennes? Alors, Vaste sujet, hein? oui, alors là, vaste sujet, je ne suis pas forcément totalement compétent. Euh, l'intelligence artificielle. Mhm. Bon, moi j'utilise, enfin j'en parle, la faible expérience que j'ai, j'utilise Grok, l'intelligence artificielle X. de DX, qui est imparfaite. Hein. Mais si je pose les bonnes questions, j'obtiens quand même des réponses Fiable. fiables. Ça dépend des sujets, mais D'accord. dans l'ensemble, c'est fiable, oui. Enfin, après, évidemment, la difficulté, c'est que si je connais un sujet, je suis capable de voir la fiabilité ou la non-fiabilité. Si j'interroge sur un sujet que je ne connais pas, ce qui peut arriver, je suis un peu plus dépendant. Bah, comme beaucoup de monde, hein. Mais, comme beaucoup de monde. Mais, si vous voulez, nous aurions tort de ne pas utiliser cet outil. Mhm. Bon, je vous donne un exemple. Moi, je fais régulièrement, le lundi soir, je participe à l'émission de Bouclet, là, le libre journal de l'information. Et le jeudi, je fais le immédiat sur TV Liberté. Mhm. Maintenant, quand je cherche des informations, je les demande à Grok, parce que c'est plus rapide que si je fais la recherche sur Google. C'est moi qui choisis ce que je recherche, c'est moi qui relance, et c'est moi qui traite. Donc je perds pas ma souveraineté. Oui, donc Je pense d'ailleurs que dans la masse des données, si vous dites à l'intelligence artificielle, tu recherches parmi les sources françaises, il va rechercher parmi les sources françaises Mhm. ou anglaises, ou je pense qu'on peut garder quand même assez largement la souveraineté. Alors après, il y a un biais idéologique. Mhm. Les intelligences artificielles ont un biais idéologique, J'allais vous le demander. qui est le biais idéologique
qui est le biais idéologique dominant. Moi, je me suis amusé, alors c'est très mal ce que j'ai fait, donc je demande à ce qu'on m'en pardonne et qu'on ne me poursuive pas. Mais j'ai demandé à Grok, est-ce qu'on peut dire, en fonction des études de quotient intellectuel, qu'il y a une différence d'intelligence moyenne entre les populations africaines et les populations européennes. Et j'ai posé, la moyenne c'est très scabreux, hein, Sujet sensible. sujet Hein. sensible. Oula. Et j'ai posé la même question entre les populations asiatiques et les populations européennes, sachant que dans les études de QI, il y a un écart important entre les populations africaines et les populations européennes, et que dans les études de QI, il y a aussi un écart beaucoup moins important, mais dans l'autre sens, entre les populations asiatiques et les populations européennes. Et Grok m'a fait une réponse différente. Sur la réponse par rapport aux populations africaines, il a multiplié les précautions de langage et le fait qu'on ne pouvait pas dire ça, même si, etc. Sur les populations, la différence entre les populations asiatiques et les populations européennes, il a été beaucoup plus allant, vous voyez. Et donc, on voit très bien, mais là, c'est pas là, il a traité la masse de données auxquelles il a accédé, et c'est dans la masse de données auxquelles il a accédé qu'il y a le biais. Alors, cher monsieur Le Galleux, vous me voyez certainement dubitatif. Cela vous paraît normal? Je suis un peu dubitatif, moi, Dubitatif sur par rapport à cela. Oui. pourquoi? Parce que je pense que c'est un peu. Vous trouvez ça. Donc, ça vous paraît cohérent? C'était en fait une façon de vous demander si vous trouvez ça cohérent, cette demande que vous avez Si faite, vous voulez, tout en comprenant que vous c'est êtes, un test que j'ai fait. un test, on précise. C'est un test que j'ai fait, et le test est en quelque sorte positif, puisque le biais politiquement correct est ressorti dans la mesure où il n'a pas répondu de la même manière dans les deux cas. Vous voyez ? D'accord. Il a en gros été assez tolérant avec l'idée que les populations asiatiques pouvaient être en moyenne plus intelligentes que les populations européennes en fonction des tests de QI, et il a été totalement bloqué s'agissant de la comparaison entre les populations africaines et les populations européennes. Donc je pense que j'ai vérifié le biais politiquement correct. Voilà. Très bien. C'était le but du test. Je n'ai pas remonté l'information, M. Musk, n'ayant pas d'échelle directe avec lui. Mais je pense d'ailleurs que c'est assez logique que l'intelligence artificielle fonctionne comme ça, puisqu'elle fonctionne sur une masse de données. En tout cas, on sent que vous êtes... voilà, que l'IA est pour vous une moi, base. je l'utilise, voilà. Voilà. Alors après, honnêtement, je suis totalement sur les débats philosophiques ou sur les fictions, sur le fait qu'elles puissent prendre ou non le pouvoir. Honnêtement, je ne suis pas qualifié là-dessus. Je pense que c'est des sujets importants. Tout à Je pense fait. que c'est des sujets tout à fait importants. Il y a d'ailleurs publié un petit livre sur le sujet. C'est des sujets tout à fait importants pour lesquels je ne me sens pas compétent. Donc, voilà, mais je reconnais que c'est important. Et pragmatiquement, ça existe. Je l'utilise. Très bien. Voilà, comme beaucoup de choses. Hein. Je crois que quand il y a une innovation, l'innovation a fini toujours par être utilisée, en bien ou en mal. Écoutez, le temps avance à une vitesse assez impressionnante. Il nous reste un quart d'heure pour conclure. Quel message adressez-vous aux auditeurs de Radio Courtoisie qui s'interrogent sur leur rôle dans cette ère numérique à la lumière de vos mémoires identitaires et de votre expérience? Vous avez un quart d'heure pour... Voilà, c'est très... je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie ont une mission de... Je pense qu'ils écoutent Radio Courtoisie pour s'instruire ou réfléchir ou se documenter. À n'en point douter. Mais ils ont aussi une mission de retransmission. Voilà. Et donc, ils doivent faire connaître ce qui on va être un peu large, ce qui va dans le sens dissident. Ils doivent le faire connaître de quelle manière? Eh bien, en relayant les informations, en poussant les informations, en utilisant
en utilisant les moyens de communication dont on dispose. Il y a 40 ans, Mhm. dans les temps anciens, vous vouliez faire connaître un texte qui vous paraissait bien. Mhm. Vous le passiez à la photocopieuse. Et puis vous le remettez de la main à la main, ou vous l'envoyez par la poste. Aujourd'hui, un texte qui vous plaît, une vidéo qui vous paraît intéressante, vous la poussez. Vous la poussez sur Internet, vous la poussez sur les réseaux sociaux. Et donc, il faut utiliser les moyens qui sont à notre disposition. Ils peuvent aussi agir, évidemment, dans leur propre famille, dans leur propre entourage, et pas seulement par les réseaux sociaux, ça c'est sûr, hein, mais ils peuvent agir dans ce sens-là. Et puis, ils peuvent financer Radio Courtoisie parce que l'argent est quand même le nerf de la guerre. Et je ne sais pas si c'est une chose que j'évoque dans le livre, c'est la disproportion des rapports de force. Bon, je prends un exemple. Il y avait une assez belle idée qui a été l'encyclopédie participative Wikipédia, Ouais. qui est devenue aujourd'hui, pas sur tous les sujets, mais sur beaucoup de sujets, Wokipédia. C'est-à-dire qu'il y a un biais idéologique et même il y a un biais de censure. Le biais de censure. Pourquoi ? Alors on va dire, gna gna gna, on n'a qu'à faire comme eux. Pourquoi ? Mais on ne peut pas faire comme eux. Parce que les gens qui sont derrière Wikipédia, ce sont des permanents d'associations, des employés dans la communication des collectivités locales, et donc il y a une armée de trolls qui est financée par le contribuable, Mhm. par les associations et par les mairies. Je vais vous dire un exemple. La ville de Paris Mhm. emploie pour son service de communication 500 personnes. 500. 500 personnes. Mais ces 500 personnes, allez, elles ne travaillent pas 35 heures pour la mairie de Paris. Ça paraît un peu... oui. Bon, mais ils font de l'influence sur les réseaux sociaux, ils sont payés pour ça. Et Wikipédia a été pris en main par tous ces gens, y compris d'ailleurs des universitaires. Mais les universitaires, ça a longtemps été un métier très, très respectable. Mhm. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'universitaires qui sont des petits agents de propagande de second rang, mais qui ont du temps pour nourrir les réseaux sociaux, Wikipédia ou autres, de leur idéologie. C'est Voilà. triste Et quand donc, même, hein. on est au fond, nous avons une armée de volontaires et nous avons en face une armée de mercenaires. Voilà. Et donc, il faut se renforcer en se donnant un peu de moyens et puis en contribuant. Chacun peut contribuer vraiment à relayer. D'accord. Relayer. Et puis, si vous avez des enfants ou des petits-enfants, là, vous transmettez la culture européenne, les humanités, par les livres que vous leur offrez, par les musées que vous leur faites visiter, par les voyages que vous faites avec eux, etc. Voilà, ça, c'est l'autre aspect. Il n'y a pas que le numérique. Oui. Remarquez, moi, vous voyez, je voyage assez souvent, des voyages culturels avec mes petits-enfants, Mhm. et il y a un voyage où j'ai eu ce compliment, si j'ose dire, d'un petit-fils. Grand-père est toujours sur son téléphone, ce qui était un rappel à l'ordre salutaire. D'accord. Il vous a fait remarquer donc que vous étiez... Oui, donc j'étais plus dépendant de mon téléphone, plus d'ailleurs pour Internet que pour parler d'ailleurs, que lui. Donc c'était un peu le monde à l'envers, voilà. Bon, en tout cas, pour revenir à Wikipédia, c'est quand même assez triste d'entendre ce que vous... Alors, c'est triste Wikipédia, mais Wikipédia, c'est mort. C'est mort, parce qu'aujourd'hui... Pour vous, c'est mort? Oui. Pour moi, c'est Pourquoi? mort. Pourquoi c'est mort? Pour deux raisons. La première raison, c'est que
ils ont ruiné leur réputation. Sans doute en partie de manière injuste, parce que je pense qu'il y a beaucoup de sujets où ça reste encore Ah oui, 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 oui. une référence intéressante. Mais ils ont ruiné leur réputation. Première raison. Deuxième raison, vous avez les intelligences artificielles Mhm. qui utilisent d'ailleurs Wikipédia. Ça, Eh ben, j'allais vous le dire. mais pas seulement. Mais le premier truc, Ah, ils c'est utilisent vrai. Wikipédia, mais pas seulement. Donc, mais aujourd'hui, vous cherchez un renseignement, moi je ne sais pas, sur Gilgamesh et les divinités mésopotamiennes, vous pouvez aller sur Wikipédia, vous avez sûrement des informations pas inintéressantes. Vous pouvez demander à l'IA et vous pouvez orienter la question. Est-ce que, je ne sais pas, selon votre centre d'intérêt. Mais objectivement, Wikipédia, moi, c'est un outil que j'utilisais beaucoup Mhm. pour les émissions de l'information, pour le travail que je fais sur Ah oui, bien Polémia sûr, pour hein. l'Iliade, et que je n'utilise pratiquement plus. D'accord. Voilà. Oui, on a bien compris. Mais j'utilise l'IA qui elle-même utilise Wikipédia, donc il ne faut pas non plus... Oui, voilà. Oui. voilà. Mais de manière plus... Voilà. D'accord. Bah écoutez, Monsieur Le Gallou, le temps passe vite. Un dernier mot sur votre livre. Vous avez des choses à... Bah, écoutez, je vais faire la publicité. On peut le trouver dans les bonnes librairies, mais des Mhm. bonnes librairies, il y en a peu, puisqu'il y a beaucoup de libraires qui sont des militants de gauche. Enfin, on peut le trouver dans les librairies, on peut le commander dans les librairies. On peut le commander chez l'éditeur, via Romana, qui livre assez rapidement. Via Romana. Via Romana, sur le site de Via Romana. Et puis, on peut évidemment aller sur Amazon et le trouver sur Amazon. Je pense que c'est un parcours subjectif, sur l'histoire des 60 dernières années, assez focalisé sur quand même les questions d'immigration, d'identité et l'histoire du courant national, du Front National. Je pense que le personnage le plus cité dans le livre doit être Jean-Marie Le Pen, sur lequel j'apporte mon éclairage. Globalement positif, comme dit Georges Marchais en des temps anciens du communisme, globalement très positif. Avec aussi des rencontres un peu amusantes, comme une rencontre entre Le Pen et Mitterrand à Strasbourg, à l'issue d'une réunion du Parlement européen. Voilà. Il y a, je pense, beaucoup d'anecdotes. Enfin, je ne raconte des anecdotes que si elles me paraissent significatives. Je ne raconte pas l'anecdote pour le plaisir de l'anecdote. L'anecdote est au service de la démonstration qu'on peut évidemment trouver tout à fait discutable. C'est un point de vue subjectif. Et rappelons donc que ça va la période de 1968 à 2025. Voilà. 25, oui. J'insiste sur le sous-titre du livre, les dessous du grand basculement. Et Voilà. il commence non pas en mai 1968, mais voilà. le 20 avril 1968, par le discours d'Enoch Powell à Birmingham, où ce grand homme d'État britannique pointe déjà en 1968, donc il y a près de 60 ans, les dangers de l'immigration extra-européenne en Europe. 1968, c'est un des points de départ du livre. Enfin, un des points de départ de ce que j'appelle le grand basculement. Tout à fait. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Jean-Yves Le Gallou. Ce sera le mot de la fin